Bonjour et bienvenue dans Ça parle IMO, le podcast qui humanise les acteurs de l'immobilier et où on va découvrir ensemble les coulisses de métiers passionnants, notaires, diagnostiqueurs, marchands de biens, constructeurs de maisons et tout de suite notre invité du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça parle IMO. Et aujourd'hui, on va parler syndic de copropriété, un secteur et un métier qui est souvent décrié, qui n'est pas toujours bonne presse. On va essayer de comprendre pourquoi, comprendre ce que c'est qu'un bon syndic, parler confiance, parler bonnes pratiques. Et pour ça, on reçoit Aurore. Aurore, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis très heureux de te recevoir. Est-ce que on peut prendre le temps, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le rôle d'un syndic de copropriété ? Oui, merci Thomas. Le syndic, on dit qu'il a plusieurs facettes. En fait, un syndic, c'est un couteau suisse. Il doit à la fois gérer le financier, donc tout ce qui va être la gestion comptable et financière d'un immeuble, mais aussi l'entretien et la bonne conservation de l'immeuble. Et la troisième partie, qui est une des moins visibles, mais néanmoins des plus importantes, c'est le respect de la réglementation. Une réglementation qui évolue pas mal, j'imagine. Qui évolue, bon, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas tous les ans ou tous les mois, ça c'est certain. Donc dans ton quotidien, tu es dans ces trois axes-là. Comment ça fonctionne ? Est-ce que les copropriétaires arrivent à intégrer ces éléments ? Est-ce qu'ils comprennent tout ça ? Ou comment c'est perçu ? Comment toi tu le perçois ? En fait, les copropriétaires, bien souvent, ils n'en ont pas connaissance. Donc, si on les informe pas, si on leur explique pas, ils n'ont pas l'info. Donc, il faut prendre le temps de les informer des évolutions et de pourquoi c'est important d'en tenir compte ou pourquoi on peut le laisser de côté pour le moment en attendant la suite. Enfin, ça va dépendre en fait de quoi il s'agit. Mais t'es pas toujours obligé de prendre les actions tout de suite. Ça peut être du report aussi intelligent selon les situations et la réglementation. Exactement. Ok. Parce que du coup, il y a plein de sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer de bien définir le rôle. C'est le premier sujet. Est-ce que déjà le syndic il fonctionne pour tout type de copro ? Est-ce que c'est obligatoire ? Alors non, c'est pas obligatoire. Enfin, il faut qu'il y ait un syndic, mais il peut être bénévole. Okay. Pour une copropriété, par exemple, en fait, les copropriétés, c'est à partir de 2 lots. Donc, s'il y a 2 appartements, 2 lots, en théorie, il faut qu'il y ait un syndic, mais qui peut être en réalité un des 2 copropriétaires. Et qui s'occupe directement de gérer eux l'assurance. Oui, exactement. D'ailleurs, prendre un syndic pour 2 personnes, objectivement, ça n'a pas grand intérêt, puisque de toute façon, à 2, il faut s'entendre. Oui. Donc, le syndic, il n'a pas beaucoup d'intérêt. À partir de combien c'est intéressant ? À partir de 3. À partir de 3, c'est intéressant d'avoir un syndic. Alors, intéressant, je ne sais pas si c'est le mot. Ça dépend, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a, comment est constitué l'immeuble, comment on s'entend avec ses voisins, quelle connaissance on a des sujets, qu'est-ce qu'on fait comme métier à côté, est-ce qu'on a du temps, est-ce qu'on n'en a pas, est-ce que juste on a des factures à partager ou est-ce que on va plus loin, est-ce que l'immeuble est récent, est-ce qu'il y a déjà eu des travaux, enfin en fait c'est vraiment varié. Donc ça dépend du bon vouloir des gens qui sont en place. Et du type de bien dans lequel ils vivent. Et du type de bien. Okay. Et toi tu vas auditer ça ? Enfin, un syndic va auditer ça. Bon, forcément, il y a un intérêt professionnel derrière, j'imagine. Quand on vient pour récupérer une copro, parce que c'est ce qui fait vivre le syndic. Et vous arrivez à déterminer, à dire non, là c'est pas intéressant, s'il y a quelqu'un qui peut gérer sur place directement ? Alors, on dira pas ça, parce que de toute façon, si on vient nous chercher comme syndic, c'est qu'il y a un besoin. C'est qu'il y a un problème. Et que les gens ou n'ont pas les compétences, ou n'ont pas envie, ou n'ont pas le temps, ou il y a forcément une bonne raison. Auquel cas, après, ce qu'on va décider, c'est est-ce que pour nous, c'est intéressant ? Oui, pour vous aussi. Mais ça, c'est une autre question. Mais pour eux, ça a un coût, mais c'est toujours intéressant. Alors, et combien ça coûte ? Alors, ça dépend. On dit souvent que pour déterminer le budget d'un syndic, ça fonctionne par nombre de lots. Souvent, on chiffre. Alors, le syndic, ça fonctionne au forfait. En fait, on a un contrat type qui s'appelle c'est un contrat type loi Allure. Okay. On a tous le même. Tous les contrats, tous les syndics de France sont identiques, si ce n'est que c'est les chiffres qui vont changer. On a tous un forfait, et puis ensuite, on a des prestations particulières. C'est quoi alors ça va être subjectif comme question, mais le plus intéressant pour une copro moyenne, c'est d'avoir une tarification qui est au temps horaire, ou c'est une tarification qui est... Ça dépend si tu as beaucoup de problèmes dans la copro ou pas. Donc ça dépend de l'état de la copro. Si tu as une copro qui vient de sortir de terre, par exemple, tu sais que tu as beaucoup plus de chances qu'il y ait beaucoup de garanties décennales qui soient enclenchées. Parce qu'aujourd'hui, dans le neuf, malheureusement, il y a
Il y a beaucoup de pathologies, notamment d'étanchéité de balcon, de toiture. Enfin, c'est rare maintenant qu'on ait des immeubles livrés sans problème. Donc c'est hyper intéressant ça. C'est-à-dire quand tu as beaucoup de décennales déclenchées même sur des copros de 2018, 2020, Oui. 2022. En fait, sur les 10 premières années, tu peux avoir des déclenchements décennales réguliers. Et dans ce cas-là, pour la copropriété qui va choisir le syndic, il faudra effectivement être vigilant à savoir est-ce qu'il négocie avant et on établit un forfait, voilà, en disant on prend pas en supplément, mais le forfait est un peu plus important, et puis on espère que ça va contrebalancer, ou alors est-ce que le forfait est entre guillemets minime. C'est hyper dur à anticiper, parce que du coup tu peux pas forcément savoir à l'avance, tu mises pas sur une copro qui va se dégrader sur une décennale mise en place, mais vous arrivez à vous faire rembourser quand même? Rembourser. Enfin, ça arrive à être pris en charge, les décennales fonctionnent vraiment. C'est un truc qui... Les décennales, ça c'est encore autre chose. Les décennales, oui, en théorie, ça fonctionne. Et si on tombe sur un expert qui va considérer que la décennale n'entre pas en compte, on peut faire venir un contre-expert pour la copropriété, faire une contre-expertise. Et puis parfois, ça peut aboutir ou pas, ça dépend. On peut ouvrir plein de portes, je pense, sur cet épisode. C'est ça qui est hyper intéressant. Pour que les gens comprennent bien et pour moi que je comprenne bien aussi, est-ce que tu peux nous partager une journée type que tu vas voir, parce que ça va nous donner peut-être une photo des choses que tu fais auxquelles on ne pense pas. Alors, une journée type. 8h30, je suis sur un immeuble. Je sais pas, ça pourrait être ma journée d'hier. Ok. 8h30, j'avais rendez-vous sur une copropriété pour un chantier pour la réparation de lampadaires dont le câble avait été abîmé lors de travaux publics. Donc là, c'était réparé du coup par la collectivité pour le lotissement. C'est sur un lotissement. Donc j'étais sur place pour avoir le chef de chantier, la mairie, le président du bureau, l'électricien de l'ASL, pour que effectivement tout le monde s'entende, pour que la réparation puisse s'effectuer dans les meilleures conditions. Et donc on se décide, on enlève le lampadaire, on l'enlève pas, on creuse en dessous, est-ce qu'on a le droit de le scier ou pas, est-ce qu'on peut enlever les plantes qui sont devant, oui, non, est-ce qu'on a les autorisations, est-ce qu'on a bien les écrits, enfin, etc. On cadre tout ça pour que tout se passe bien. Je pensais pas que ça tombait dans le giron de la gestion de la copro. Pour moi, c'était plutôt la mairie ou l'urbain, donc c'est hyper intéressant. Et non, il faut coordonner tout ça en fait. Et le syndic, c'est vraiment son rôle. Et donc, t'as le côté et politique, et mairie, et technique avec les travaux. Okay. Donc ça, c'était ton 8h30 d'hier matin. 8h30. 9h30, j'allais sur le même lotissement pour faire un signalement pour un arbre qui est prêt à tomber en bordure de voie SNCF. Donc là, il faut agir parce que la SNCF entretient tout le bord de la voie ferrée. Sauf que là, l'arbre, il est immense et qu'il penche vraiment, vraiment fortement du côté des maisons. Donc j'ai été prendre les photos pour ensuite le signaler sur leur appli. Ils ont une appli spéciale Vigie Express où on peut signaler ce genre de problématique. T'es dans un rôle d'alerte, mais comment t'avais l'info de ça? C'est un copropriétaire qui qui m'a appelé. Un colotis, ouais. Un colotis qui m'a appelé. Un colotis? Oui. Dans une ASL, on appelle ça des colotis. C'est pas une copropriété, c'est deux entités différentes. C'est pas les mêmes règles juridiques non plus. La différence entre les deux la copropriété, ça obéit à la loi de 1965. Les colotis, ça n'a rien à voir, c'est des contrats privés. En fait, quand on achète une maison dans un lotissement, il y a des statuts de ce lotissement et puis il y a le cahier des charges. Et en fait, c'est comme si on signait un contrat. Donc, c'est la règle. C'est ce qu'il y a écrit là-dedans, dans ce contrat. Et on délègue l'entretien de la voirie. Après, on peut déléguer. Donc là, sur cet espace-là, par exemple, on a l'entretien des espaces verts, des canalisations. On a un contrat pour l'eau, on a l'électricité, les locaux à poubelle. Donc toute la vie de la copro ou de la SL. Exactement. Ok, donc tu as une belle matinée où tu alertes et tu sauves la SNCF d'un impact arbre. Donc, après, j'ai pas forcément toujours les bonnes réponses. Hein. Là, on m'a répondu, l'entretien des espaces a déjà été fait à ce moment-là, on verra ça plus tard. J'espère qu'entre-temps, l'arbre va pas tomber, quoi. Oui. Donc toi, tu es dans un rôle d'alerte, mais il y a aussi... c'est-à-dire que derrière, si on n'entend pas, il y a aussi cette problématique-là, quoi. Ah, c'est hyper compliqué. Parce qu'il faut arriver à pousser suffisamment fort pour être entendu. C'est ça. Comment tu fais pour gérer ça? J'en mets une couche, en général. Puis je demande qui va être responsable à la fin. Oui. Donc la prise de responsabilité de chacun. Oui. Ok, et l'après-midi, t'étais sur quoi? Donc fin de matinée, je suis rentrée à l'agence et j'ai enregistré les factures, j'ai fait de la comptabilité. Donc enregistrement des factures comptables, paiement aussi.
J'aime bien payer les prestataires en temps et en heure, si possible une fois par semaine, pour éviter d'avoir du retard. En fait, je pars du principe que si les prestataires sont réglés dans les temps, alors il est plus facile de faire appel à eux ensuite. Et ils ont du répondant. Oui, ils vont être fiables, ça va être beaucoup plus facile dans l'échange. Ça, c'est un vrai sujet, même niveau argent, c'est important qu'on en parle sur les honoraires. Quand il y a une prestation de travaux qui est hors contrat, si je comprends bien, c'est quelque chose qui est facturé à part au copropriétaire. Oui, c'est voté en AG. C'est voté en AG, il y a un accord d'honoraires pour vous aussi. Voté en AG aussi. Voté en AG, c'est quoi la norme des honoraires pour un... Alors on dit que c'est 3% hors taxe du montant hors taxe. Okay. Souvent, là je parle vraiment, c'est une grosse généralité là. Hein. Ouais, je trouve. 3% c'est ce qu'on verra le plus souvent. Après, ça va dépendre aussi du montant des travaux. Si on refait une façade et qu'il y en a pour 30 000 euros et que... Oui. Et encore, je dis 30 000, s'il y en a pour... Enfin, une réflexion, là, ça peut être 470 000 euros. Okay. Sur un immeuble à Marseille, on a 3 façades, une toiture. Bon, bah, c'est 475 000 euros. C'est pas 3%, quoi. Oui, mais là, tu as le boulot en conséquence qu'il y a derrière, d'audit, de préparation. Certes, mais si on devait prendre 3% sur des montants comme ça, ce serait un peu surréaliste quand même. Et là, vous prenez combien? Comme ça? Alors là, je parle d'un confrère, là. Et le confrère en question prend 5 000 euros. Ok. Donc ça donne une tendance aussi, parce qu'il y a aussi ce fantasme-là. Je pense que le syndic de copropriété prend énormément d'argent sur les travaux, sur les annexes, sur tout ce qui est à côté. Alors, il les mérite totalement, là. Hein. En l'occurrence, il faut qu'il fasse aussi tout le dossier de demande de financement. Ça veut dire tous les documents qui vont avec. Il faut aussi qu'il fasse le suivi de chantier, c'est une fois par semaine, hein, quand même. L'architecte sur place. Et puis après, il y a toutes les problématiques qu'il rencontre pendant la durée des travaux. Le problème avec le voisin qui veut pas signer la convention de surplomb, le locataire qui se sent agressé par les ouvriers qui leur jettent des assiettes et des couteaux, non mais c'est un vrai sketch. Hein. La vie d'une copropriété, ça peut être assez improbable. Bah, c'est une mini-société. Ouais, c'est ça. En fait, la gestion humaine, dès que tu rentres là-dedans, ça doit être hyper compliqué parce qu'il faut avoir les sensibilités de chacun ses droits, ses devoirs, c'est pas facile. Niveau confiance, et tu parlais de suivi, j'aimerais qu'on parle de suivi aussi parce que ça fait partie de la confiance, c'est un sujet qu'on aborde souvent chez nous, on parle de la confiance dans le bon professionnel. Et dans les leviers, niveau des suivis de tes copros, comment ça fonctionne? Déjà, on est équipé d'outils pour le suivi, parce que plus tu rentres de copropriété, et plus c'est facile de s'y perdre. Donc si on a les bons outils, ça nous permet aussi d'avoir les bonnes alertes sur ce qui est en cours, ce qui reste à faire, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce qu'on peut faire demain. Enfin, c'est comme un espèce de petit planning qui va faire des rappels pour pas oublier de rappeler l'assurance parce qu'ils ont toujours pas remboursé la recherche de fuite. L'outil de suivi, de planification. Exactement. Ok. Les demandes de devis, est-ce qu'on les a reçues? Oui, non, est-ce qu'on les a validées? Et en termes de présence physique? Présence physique. Après, dans les contrats de syndic, il y a aussi des visites qui sont prévues. Okay. Un nombre en particulier. Ça peut être 1 fois par an, ça peut être aussi 4 fois par an, ça peut être 3 fois, ça peut être 9. En fait, ça va dépendre de la taille de la copropriété, des besoins, et tout ça, ça fait partie du forfait. Je suis en train de me dire que je vais envoyer cet épisode à mon conseil syndical de la copropriété, parce que je pense qu'on a des sujets là-dedans aussi. Et du coup, tout ça, c'est contractuel. Donc ça, c'est dans le contrat. Et la norme, classique sur une copro moyenne. Il n'y a pas de norme, ça dépend. C'est quoi une copro moyenne? Je dirais 2-3 bâtiments, 2-3 étages, avec une vingtaine d'appartements par bâtiment. Ok. Et des garages. Elle est ancienne, elle est récente? De 2005. Donc elle est relativement récente. Donc en principe, on a passé la décennale, donc tout est... le sujet est clos. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Avec ascenseur. Est-ce qu'il y a un gardien? Non. Est-ce qu'il y a un chauffage collectif? Non. Donc on est plutôt sur quelque chose d'assez simple, qui va pas forcément nécessiter beaucoup de déplacements en dehors des problématiques exceptionnelles. De sinistres ou de problèmes particuliers. Donc là, une norme pour une copro comme ça, c'est quoi? Quel est le besoin du conseiller syndical? Est-ce qu'ils rencontrent beaucoup de problèmes? Est-ce qu'ils ont besoin de parler beaucoup de choses? Oui, c'est ça aussi le sujet. Ton travail, le travail de la copro, du syndic, va dépendre de la relation avec le conseil syndical aussi. Si tu as un bon conseil syndical qui s'investit, c'est plus facile, j'imagine. Ou ça peut être aussi à double tranchant parce que tu dois être plus sollicité. Alors c'est bien d'avoir des gens à qui parler, parce que les copropriétés où personne s'investit et personne ne répond, c'est beaucoup plus compliqué. Tu le vois? Ah oui, bien sûr.
J'en ai une là, une toute petite copropriété de 4 lots. Ils n'avaient jamais eu de syndic, eux. Donc, ils n'étaient pas assurés, par exemple, hein, typiquement. Voilà, donc pas d'assurance pour l'immeuble. Il y en a un qui payait l'eau pour tout le monde, puis l'autre il payait l'électricité pour tout le monde aussi. Et puis du coup, il y en a un qui s'est rendu compte qu'en fait, 1400 € quand même d'eau par an, c'était quand même vraiment beaucoup. Donc là, il s'est dit que ça serait bien que les autres partagent, mais les autres, ça faisait 5 ans qu'on payait l'eau pour eux, donc c'est vrai que payer l'eau, franchement, pas très envie. Non, bien sûr que non. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de sous-compteur, enfin il y en a, mais il y en a que 2 qui fonctionnent sur 4. Donc là, ils se sont décidés à prendre un syndic, mais maintenant que je fais des appels de charges, il y en a une qui paye jamais, quoi. Parce que c'est pas dans sa culture. Non, parce qu'elle n'a pas eu l'habitude, elle a acheté un appartement, elle savait pas qu'il fallait payer des charges, il faut comprendre comment fonctionne la copropriété. Oui, okay. Donc je vais frapper chez elle, parce que les courriers ça marche pas, les mails ça marche pas, donc je vais la voir. Alors elle veut bien payer, mais en liquide, c'est compliqué, on peut récupérer du liquide. Tu peux récupérer du liquide. Il paraît que ça se faisait avant. Dans les comptes comptables, on peut le faire. Néanmoins, franchement, c'est pas confortable, quoi, d'avoir du liquide. Derrière, enfin, je veux dire quoi. Après, il faut que je le dépose à la banque. J'ai de l'argent en liquide au bureau. Enfin, c'est pas pratique, quoi. Moi, du coup, je détecte un énorme travail de pédagogie. Énorme. Comment ça fonctionne? T'es constamment obligé de faire de la communication via l'application. Enfin, comment? Alors, je communique beaucoup, surtout dans les explications, et je me rends compte que plus c'est accessible. Les explications, il faut que ça soit clair. Il faut que n'importe qui puisse comprendre qu'il ait 20 ans ou 85, ou voire plus. Enfin, je veux dire, il faut que toutes les professions ou tous les milieux socioculturels puissent comprendre ce que je raconte. Donc, il faut un langage qui soit courant et vulgariser un peu l'information. Et plus c'est clair, et plus c'est fluide. Et du coup, toujours dans cette question de confiance et de pédagogie, parce que ça fait partie, ça va l'alimenter, est-ce que tu comprends ce qui est reproché aux syndics aujourd'hui par la plupart des gens, et les travers de certains syndics? Comment savoir si t'as un bon syndic en face? Ma question est là. Comment savoir si t'as un bon syndic ou un mauvais syndic qui accompagne ta copropriété? Parce que des fois, on peut penser qu'on a quelqu'un de mauvais en face qui nous accompagne, alors que c'est juste qu'on n'a pas les connaissances, et c'est hyper dur, tu vois, de bien jauger. Ouais, alors, oui, c'est sûr que c'est peu évident. Quand on est syndic et qu'on veut savoir ce qu'il en est d'une copropriété, les documents qu'on demande, c'est le règlement de copropriété et l'état des comptes. Voilà. Et ça permet de savoir comment elle est gérée. Tu vas prendre quoi comme info tout de suite quand ça... L'état des comptes, je vais voir comment ils font leurs calculs, qu'est-ce qu'ils mettent dans les charges. Par exemple, là, on m'a appelé pour faire un devis, et dans les comptes, il y a une taxe foncière. Donc ma première question, c'est à quoi ça correspond? Est-ce qu'il y a un local? Vous avez une loge? Oui, donc il n'y en a pas. Préciser. Il n'y en a pas. Donc c'est dû à quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais syndic? En tout cas, la taxe foncière, je sais pas d'où elle sort. Et donc là, on parle du syndic pro qui est en place. C'est fou. Alors après, peut-être que c'est une erreur. Oui, peut-être ou un historique. Peut-être que cette taxe foncière, elle appartient à quelqu'un d'autre, une autre copropriété. Je l'ai déjà vu. Peut-être que, ça aussi j'ai déjà vu, un copropriétaire a rentré le RIB de la copropriété dans son... Il a envoyé le RIB de la copro à son service des impôts, qui du coup prélève sa taxe foncière sur le compte de la copropriété. C'est génial. Ça, j'ai trouvé ça génial, ouais. Et ça, je l'ai vu. Ça te fait beaucoup de bien. Moi, j'ai rigolé. C'est vraiment... j'ai beaucoup ri. Ah, mais c'est fou. Mais c'est facile à récupérer, ça, oui, après. mais du coup, toi, tu as l'œil parce que t'es dedans et t'es une bonne professionnelle, mais comment quelqu'un qui nous regarde peut objectivement se dire, là, ok, j'ai un bon syndic qui s'occupe de la copro, ou j'ai un mauvais syndic? Eh bien déjà, est-ce qu'il répond? La communication. Un syndic, normalement, il doit pouvoir répondre aux questions. Après, est-ce que les problèmes sont réglés? Est-ce que quand j'ai une fuite d'eau dans la cage d'escalier, elle est réparée dans la semaine? Ou est-ce qu'il faut que j'attende 6 mois pour qu'il y ait quelque chose qui se passe? Est-ce que j'ai besoin de me faire une mise en demeure et un courrier en recommandé pour que quelqu'un bouge? Ou est-ce que simplement, si je passe un coup de fil ou si je fais un mail, c'est pris en charge et c'est traité? Je pense que la réactivité aussi, ça donne c'est une jauge. L'action et le temps pour la confiance. Ok, donc communication, réactivité. Ouais. C'est 2 super critères. Très objectifs, et au moins on peut mesurer tout de suite. Là, je suis en train de réfléchir dans ma copro où on en est en même temps toujours. La copro de mes amis aussi, c'est hyper intéressant.
On a juste une question ici sur la partie litige, justement, comment tu les gères, la partie litige et la partie conflit. Et après, on va partir sur quand est-ce que je peux changer de syndic, comment ça se passe pour changer de syndic, etc. La partie litige, en fait, la plupart du temps, il faut comprendre pourquoi les gens... Qu'est-ce qui font que les gens sont mécontents. Je parle pas des litiges où c'est des procéduriers par principe, parce que ça existe aussi. Hein. Il y a des gens qui font des procédures pour un oui ou pour un non, parce que voilà, c'est un principe, quoi. T'en vois beaucoup? Beaucoup non, mais ça existe. Donc ils vont chercher la petite bête. Ouais, juste qui ont 3-4 procès en cours, mais pas que contre le syndic, hein, contre leurs voisins, contre leurs banquiers, contre peu importe, contre le chien du pâté de maison d'à côté. Du temps à perdre. Non, ouais, voilà. Bon, ceux-là, y a rien à faire. Enfin, je veux dire. Et après, pour certains litiges, il faut comprendre d'où vient le problème. Pourquoi est-ce que souvent c'est une incompréhension. Et parfois c'est pas si compliqué que ça à régler. Il y a de la médiation à faire, à essayer de comprendre pourquoi l'un dit quelque chose, pourquoi l'autre dit autre chose. Parfois la réponse elle est dans le règlement de copropriété ou dans une mauvaise interprétation. Il y a une sociologue qui s'appelle Marion Allais, je crois, Allais ou Allais, je sais plus, qui dit que le conflit naît d'un choc de perception. Donc c'est exactement ce que tu dis. Ouais. On se retrouve souvent dans des situations où tu vas devoir arbitrer et juste réexpliquer. Et souvent ça doit s'arranger. Et c'est comme le notaire, dans un autre épisode, on a un épisode dans un notaire qui nous dit que partie de son rôle de mettre un cadre et à la fois de rappeler les responsabilités de chacun. Et je pense que ça se retrouve aussi dans ton métier. En fait, quand les gens comprennent pas, ça les fâche, entre guillemets. Là, j'ai convoqué une AG pendant 15 jours. C'est dans un immeuble qui sort d'administration judiciaire et où il s'est rien fait pendant au moins 5 ans et il n'y a pas eu de travaux depuis, je sais pas, il date de 1936, le toit est pas loin de s'effondrer, quoi. Mais c'est un bel immeuble avec des appartements de 120 mètres carrés. Enfin, c'est vraiment un beau bâtiment qui mérite d'être bien entretenu. Je convoque l'AG et le règlement de copropriété est complètement biscornu. Il y a des lots qui sont rattachés à d'autres lots. Par exemple, on a cave plus garage plus appartement. Ou parfois, on a pièce plus appartement plus cave. Mais cette pièce, on ne sait pas pourquoi elle est rattachée à l'appartement et à la cave. Ce garage, on ne sait pas non plus pourquoi. Ils font des espèces de... C'est le gros lot. Et tu dois détricoter tout ça. Voilà. Et en fait, ça pose des problèmes parce que y a aussi, dans cet immeuble, un titre de propriété très ancien, qui date de la même origine que le règlement de copro, qui dit que cette pièce à tel endroit, et toutes ces petites pièces à cet endroit-là, ils ont un WC commun que pour eux. Sauf qu'en fait, depuis l'origine, comme dans le règlement de copro, on n'en parle pas de ce toilette, bah, tout le monde pense qu'il est commun, pour tout le monde. Donc, tout le monde paye l'eau, alors qu'en fait, c'est que ces pièces-là qui s'en servent. Donc, il manque... donc le règlement de copropriété n'est pas conforme au titre de propriété, mais il n'y a personne qui l'a jamais remis à plat. Et donc, il y a des voisins qui disent ça devrait être comme ça, d'autres qui devraient être comme ça. Personne n'a envie de le remettre à plat. Non, parce que les gens n'ont pas compris qu'il y avait deux choses différentes et que c'était possible, surtout. C'est leur intérêt, en plus, d'avoir quelque chose de clair. C'est ça, mais pour ça, il faut réviser le règlement de copropriété, et puis il faut déterminer que là, c'est une partie spéciale. Elle est spéciale à ces pièces-là. Mais pourquoi pas ? Et donc, il y a une copropriétaire dans l'immeuble qui, elle, a lancé une procédure par rapport à ça, parce qu'elle veut pas payer l'eau de ses toilettes, dont elle bénéficie pas, et en soi, elle a raison. Mais il fallait juste demander la révision du règlement de copro, il n'y a pas besoin d'attaquer ses voisins, quoi. Mais parce que je pense qu'on n'ose pas, alors là c'est un cas un peu extrême, attaquer les voisins, etc. Mais je pense qu'on n'ose pas contacter son syndic, en fait, parce qu'on se dit, ils vont pas nous répondre, ils sont débordés, on va pas avoir d'infos, on va pas avoir de retour. Je pense que le fond c'est ça, c'est que l'image d'Épinal, c'est qu'on va avoir une impression de pas ou de peu, et que derrière on s'empêche, et alors qu'on ne devrait pas. Alors il peut y avoir ça, et après il faut aussi... Le syndic, c'est pas une seule personne. C'est souvent plusieurs personnes. Okay. Bien souvent, il y a un comptable, il y a un gestionnaire, il y a un assistant, il y a la secrétaire. C'est une équipe. Souvent, c'est une équipe. Et il faut qu'au sein de cette équipe, il y ait aussi quelqu'un qui ait cette compétence de répondre. Et c'est pas forcément le cas. Donc oui, il faut oser demander. Après, même énormément de gestionnaires sont formés sur le sujet. Hein.
Et du coup, si je veux, donc, ok, je détecte que ça se passe pas bien. Si je veux changer de syndic, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. C'est ce que je disais, le syndic, c'est un contrat. On signe un contrat. Quand on choisit un syndic. Et un contrat, ça a une durée. Ok, Donc, ça va de 1 an à 3 ans. ok. Si c'est 1 an, ça peut être c'est une tacite reconduction, mais on le revote en fait. Hein. Tous les ans, on le remet au vote. Donc tu dois le. C'est pas une tacite reconduction. Tous les ans, on le remet au vote. Il n'y a pas de tacite reconduction. Et on dit souvent qu'il est valable, par exemple, 1 an jusqu'au vote de la clôture des comptes. Hyper challengeant pour vous niveau projection budget, d'une année sur l'autre d'être tout le temps remis en question comme ça. Ouais, c'est il faut rediscuter. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, normalement, ça devrait obliger, en tout cas ce métier-là, à tout le temps être proactif, aller chercher du client de la satisfaction et enfin, à bien traiter entre guillemets. On n'est pas mis en concurrence tous les ans non plus. Hein. Oui, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Mais c'est possible. Tu parles d'AG, on a des AG exceptionnels aussi, Oui. qui j'imagine font partie de cet esprit de garder la cohésion de cette micro-société qu'est le syndic, et qui est la copro plutôt. Comment ça se passe? L'AG exceptionnel, c'est encore différent? Il faut une raison. Pourquoi est-ce qu'on convoque une AG exceptionnelle? Souvent, alors c'est ou un copropriétaire qui en fait la demande. Par exemple, dans ce cas-là, de ce règlement de copropriété où tous les lots sont rattachés, ou s'il veut vendre ce copropriétaire son garage qu'il a transformé en appartement il y a longtemps, il faut qu'il puisse le détacher. Et pour ça, il faut que le lot existe. Donc il peut faire une AG exceptionnelle, par exemple, pour obtenir cette possibilité. Donc si détachement, si détachement dans ce cas-là du lot de garage, il faut que ce soit les autres copropriétaires qui acceptent la création de ce lot. Seul, il peut pas faire venir Non. un géomètre et Non. faire son système. Non. Ok. Non, il faut que ce soit accepté. Ah, donc t'es obligé. Donc AG exceptionnel, c'est quand il y a quoi? Il y a un danger, un sujet exceptionnel. Par exemple, un danger aussi. Des travaux urgents qui sont votés. Donc tu détectes la toiture dont tu parlais par exemple. La faut toiture, agir. les canalisations qui fuient, il faut refaire toute la canalisation souterraine, il faut tout casser, il y en a pour 6 000 €. Bon, ça, c'est censé se voter en AG quand même. Si c'est des travaux urgents, on peut les faire, les appeler en urgence, mais on est censé, dans le mois, convoquer l'AG. Donc dans le mois, t'es censé avoir tout le monde. Ok, c'est hyper intéressant. De se dire, ok, en un mois, j'arrive à avoir tous les copropriétaires qui sont informés, qui sont closés, et on vient les voir physiquement pour faire Même s'ils le savent. De toute façon, quand on a une urgence comme ça, on prévient tout le monde. Donc t'as quoi? T'as un courrier qui part? Ah oui, moi je fais des mails. Je récupère dans la mesure du possible toutes les adresses mail des copropriétaires et je les informe tout de suite. Voilà le problème, voilà pourquoi je fais un appel de fonds et voilà pourquoi c'est urgent. Est-ce que tu as des propriétaires qui sont de plus en plus exigeants en face de toi? Oui, mais ça, je crois que c'est la vie en général. C'est-à-dire que les gens, d'une façon générale, sont de plus en plus exigeants. C'est pas les copropriétaires. On rentre dans l'ère de l'IA. ChatGPT répond à toutes nos questions. Sauf que ChatGPT il raconte beaucoup de bêtises aussi, puisqu'il vient piocher ses informations sur Internet et il y a un peu à boire et à manger. Donc les copropriétaires parfois sont avocats, ils savent aussi, ils sont aussi assureurs, puis aussi profs, éventuellement, enfin ils sont conducteurs de travaux, mais c'est pas forcément ça leur métier. Mais C'est ils un ont vrai pu poser métier. la question à ChatGPT. Donc ils ont l'info. Donc ils ont l'info, mais qui malheureusement n'est pas forcément exacte. Ou Et applicable dans là, le bon contexte. et donc là, il va falloir pouvoir aussi leur donner les bons arguments. Et parfois, ils ont une espèce d'exigence qui en fait ne correspond pas à ce qu'il faudrait faire, mais ils sont tellement persuadés qu'il y a beaucoup de travail derrière pour expliquer par A plus B que oui, ok, ils ont eu cette information-là, mais en fait, dans ce contexte, c'est pas comme ça que ça se passera parce que c'est pas ça qui s'applique. Est-ce que tu as des situations ou des cas de copro où tu as pu amener du bon, pas forcément sauver une situation, mais tu vois un peu l'esprit de ma question? Alors, est-ce qu'on parle de... Oui, j'ai plein d'exemples, mais très différents. Ça peut être du bon et du pas bon. On peut avoir les deux pour. J'ai récupéré une copropriété qui est pas très loin de là où je suis située, en centre-ville historique d'Aix. Et on m'a appelé parce que ils étaient pas contents. Ils avaient un syndic d'une autre ville. Ils avaient pris un syndic à Marseille. Et ils avaient voté une cage d'escalier, la peinture de la cage d'escalier. Et puis ça faisait 1 an, et puis les travaux étaient toujours pas faits. Donc voilà, ça commençait à faire long. Et donc ils me demandent de venir voir quand même leur immeuble pour voir si je peux devenir syndic pour que ces travaux se fassent.
Je me rends sur place. Moi, je visite toujours les biens avant de faire un devis, parce qu'on apprend beaucoup de choses, en fait, sur les lieux. Et donc, je rentre dans l'immeuble, je monte enfin voilà, je vais du sol au plafond et je vois qu'en fait, cette cage d'escalier, elle est fissurée en fait partout. Donc, dans tous les angles, elle est fissurée. Et puis, on peut presque passer la main sur la voûte de la porte d'entrée. De la belle fissure. Ouais. Et puis, ça pousse aussi sur les murs extérieurs, ça pousse en façade et ça pousse sur le côté. Et donc, du coup, c'est quand même un peu inquiétant, cette copro. Donc, je le préviens pour le copropriétaire. Je dis franchement, avant de repeindre votre cage d'escalier, moi, je ferais plutôt venir un ingénieur structure. C'est plutôt ça que je ferais. Si je deviens syndic de votre copro, on va commencer par ça. Alors, il me demande pourquoi, je lui explique, je lui montre les photos, etc. Et puis, il y avait un placard sous l'escalier, mais j'ai pas pu l'ouvrir. Il était bloqué, enfin, il y avait un... Voilà. Le mois passe, l'AG arrive. Le soir de l'AG, je suis élu syndic. Je retourne sur place pour revoir les copropriétaires. Et en fait, là, la porte du placard est ouverte. Et donc là, on peut regarder sous la cage d'escalier. Et là, sous la cage d'escalier, on voit tous les bois de l'escalier qui sont cassés et puis qui sont penchés. Tous les planchers de... Voilà. Et donc, l'escalier, en fait, est en train de s'effondrer. Et c'est mouillé. Tout à l'heure, tu disais que pendant un an, enfin, je m'étonne pas de rien, mais pendant un an, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de visite de syndic. Je sais pas s'il n'y a pas eu de visite, en tout cas, ils n'ont pas vu. Mais les propriétaires non plus n'ont pas vu. Voilà. Personne n'a vu. Donc le lendemain, on avait un bureau d'études sur place. 4 jours plus tard, je faisais faire une recherche de fuite, puisque c'était humide, dans les canalisations de l'immeuble et de l'immeuble voisin, les deux. Et donc, je constatais que c'était effondré sous l'immeuble, nous, à 2 endroits, pour la canalisation des eaux usées, et dans l'immeuble voisin, c'était fissuré sur 4 mètres. Donc ça mouillait les murs en permanence. Donc forcément, un immeuble en centre-ville historique, c'était limite. Donc mon voisin d'immeuble n'a rien trouvé de mieux que d'appeler la mairie pour dénonciation. Mais comme on avait déjà tout fait, ça allait. Oui, tu avais pris en main. Il y avait déjà eu expertise. Donc on a fait réparer la canalisation, on a mis en sécurité effectivement la cage d'escalier avec des étais. Et puis maintenant, communication copropriétaire indirect. Communication tout de suite. Et eux, ils sont très contents. Ah bah oui. Ils sont très contents parce que. On parle de confiance, ils sont très contents parce que en fait, personne n'avait vu. Et puis quand la mairie est venue et a mis en demeure d'agir, c'était déjà fait. C'est-à-dire tout était déjà en route. J'avais déjà fait les appels de fonds pour réparer la fuite. J'avais déjà prévenu l'ingénieur structure. Les devis étaient déjà faits. En fait, c'est ça. C'est la confiance dans le bon professionnel. C'est pas forcément de dire ce que les gens attendent, mais la réalité des choses et prendre les actions pour lesquelles on est rémunéré. C'est vraiment l'esprit dans lequel je pense qu'il faut travailler. C'est en tout cas comme ça que je me force à appliquer les choses et c'est cool de ressentir ça chez toi aussi. Donc, mais je pense que c'est pas toujours le cas chez tous les syndics. Je sais pas. Après, c'est pour ça qu'il y a toujours cette perception qui peut être un peu biaisée. Et après, un autre exemple plus humain, moins sur l'immeuble. J'ai un immeuble où j'ai une dame très âgée qui a 97 ans. Cette dame ne payait plus ses charges depuis le mois de septembre. Et on était en août. Donc ça faisait presque un an qu'elle payait plus ses charges. Alors que c'était vraiment une dame très autoritaire, qui a toujours été très carrée, qui a jamais eu de retard, rien. Elle menait sa vie, vraiment. Mais là, elle oubliait son chèque, elle savait pas, elle pensait qu'elle l'avait envoyé, mais elle l'avait pas envoyé. Enfin, donc là, j'ai alerté en fait la famille. Parce que pour moi, là, on n'est plus sur Madame ne paye pas ses charges, c'était pas ça le sujet. C'est bien plus profond. Voilà, exactement. Donc j'ai alerté la famille, j'ai alerté le procureur de la République aussi pour une demande de mise sous protection. Et après, pour la copropriété, j'ai fait en sorte que cette dame soit prélevée. Ça, j'ai vu ça avec sa famille et je lui ai fait signer un mandat de prélèvement. Et objectivement, j'aurais pu lui faire signer autre chose. C'est quelqu'un qui est à protéger maintenant. C'est sensible, c'est hyper sensible. Donc, avec cette alerte au procureur de la République, on a fait supprimer le gaz de l'appartement. On a aussi fait installer une boîte à clés pour les pompiers. Comment les charges sont calculées? Justement, tu parles de cette dame qui payait plus ses charges. Comment tu établis le niveau de charge quand tu prends un dossier ou quand un syndic prend une copro? En fait, tous les ans, tu votes un budget. Et ça, et le budget est estimé par rapport aux factures qu'a la copropriété. Donc, tu fais l'addition de toutes les factures. Qu'est-ce qu'il y a EDF,
l'eau, voilà, l'électricité, l'eau, je dis EDF, mais ça peut être Enedis, ça peut être bien d'autres prestataires. Tu peux avoir aussi, évidemment, tu as l'assurance de l'immeuble, mais tu peux aussi avoir un relevé des compteurs d'eau, tu peux aussi avoir un technicien pour l'ascenseur, tu peux aussi avoir un entretien des clims, tu peux avoir des tas de prestataires différents, et quand tu as fait le calcul de tout ça, bien sûr les honoraires de syndic aussi, ça te donne un budget. Et en fait, tes appels de charges se font par rapport à ce budget et par rapport à tes tantièmes. Donc, imagine que ton budget, c'est, je dis n'importe quoi, hein, on va dire que c'est 10 000 € ton budget, et que tes tantièmes sont sur 10 000. Si toi, ton appartement, ça représente 156 10 millièmes, eh bien, tu paieras 156 € annuels de charges. Okay. Et si variation pendant l'année? Il n'y a pas de variation pendant l'année pour les appels de charges. Donc c'est à l'année suivante que ça se recalcule. Ouais. Et si, alors je vais toujours chercher un peu la petite bête, je vais te chercher un peu, mais et si dans la copro j'ai des espaces verts et d'un coup on a un arbre très malade qui demande à être abattu, qui coûte très cher et qui menace d'aller sur la voie. Donc là, t'es en urgence, t'es dans une urgence. Je suis en urgence, ça demande une facturation à part, ça c'est provisionné, c'est budgétisé. Alors, t'as plusieurs options. Ou tu fais un appel de fonds exceptionnel pour ce cas particulier, ou tu prends sur le fonds Allure qui est fait pour ça, qui est donc le fonds travaux, pour lequel tu... dans les charges. Ben, en fait, tous les ans, c'est pareil, tu votes ce fonds Allure, souvent c'est 5% du montant. En fait, 5% c'est le minimum. Ça doit être 5% de ton montant du budget annuel. Sachant que cet appel de fonds-là, quand tu mets de l'argent de côté, c'est un peu comme une tirelire. Une fois qu'il a atteint la moitié de ton budget global, donc encore une fois, on repart sur nos 10 000 €, une fois que tu as mis 5 000 € de côté pour la copropriété, tu ne peux plus faire d'appel de fonds travaux Allure. Ah, une fois c'est à fond, c'est à fond. Voilà. Okay. Ça ne peut pas dépasser la moitié de ton budget. Donc c'est provisionné en priorité. Donc tu prends donc tu peux prendre là-dedans si c'est une urgence. Quand il y a une urgence, ok. Et si ça dépasse, il y a de l'appel exceptionnel. Et même, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Tu peux aussi faire un appel de fonds exceptionnel, mais néanmoins, ça, va falloir que tu le votes en AG dans tous les cas. Donc. Je pense que c'est. Alors moi, c'est clair pour moi, mais comment tu intègres la partie anticipation, niveau rénovation énergétique, aide, toutes les possibilités qu'il peut y avoir, parce que la copro évolue comme la maison qui évolue. On est dans un moment où on a des normes qui se complexifient, c'est un sujet qu'on évoque aussi pas mal. Comment toi t'anticipes ça? Comment tu l'intègres? Comment tu le... Ben en fait, tu as des obligations légales. Hein. Aujourd'hui, on est obligé maintenant de faire ce qu'on appelle des plans pluriannuels de travaux. Donc toutes les copropriétés qui ont plus de 10 ans doivent avoir fait ce diagnostic et ce check-up qui va dire, voilà, dans les 10 prochaines années, il va falloir faire ça, ça, ça et ça comme travaux. Dans les 3 ans, il faudra faire tels travaux, dans les 5 ans, tels travaux, dans les 10 ans, tels travaux. Donc isolation... Le triple PT, il est fait pour ça. Il est fait pour le gain énergétique. Donc ça donne une lecture. Donc tu as toujours un petit volet, tu as toujours un volet énergétique. Ouais, là-dedans. Il y a des tendances que tu remarques? Après, ça évolue en fait en fonction du temps. À une époque, aujourd'hui les chaudières fuel sont plus à la mode, hein. Oui. À un moment donné, on disait qu'il fallait mettre du gaz, puis maintenant on est plutôt sur des chaudières hybrides. Enfin, tout ça c'est évolutif, quoi. Je prends un exemple, par exemple, le vide d'ordures, c'était très à la mode années 70. Maintenant c'est terminé. C'est fini, trop de problèmes d'odeur, enfin de gestion, d'informatique. Est-ce que tu as quelque chose que tu penses qui va disparaître des copros dans les 10-15 prochaines années? Qui est plus adapté, qui est plus du tout dans l'usage, qui se fait plus, quoi? Les concierges. Ok. Donc l'humain. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment en train de disparaître. C'est déjà assez rare. Hein. Ouais. C'est déjà assez rare. Pourquoi? Le coût? Le coût. Ouais. Le coût. Et puis, globalement, les liens disparaissent hein, aussi. Les gens se connaissent moins, ils se parlent moins entre eux. Il y a toute une éducation à refaire dans les copropriétés sur la communication avec son proche et son voisin. Oui, on est en consommation de la copro, mais on n'est plus dans le temps de faire vivre la copro. Ou de moins en moins. Enfin, c'est triste. Parce que pour avoir une idée, un concierge à l'année, ça coûte quoi? Une copro 50 000 €, 60 000 €? Ça dépend de la taille, ça dépend... Oui, on peut dire que c'est à peu près ces budgets-là, oui. Oui, mais encore et encore, je dis ça, il faut compter les charges sociales. La loge, et sauf que le concierge gère aussi des services, aussi du vivre ensemble. Ça dépend vraiment, c'est très variable.
C'est aussi un arbitrage. Ouais. Ta vision de l'évolution de ce métier-là, qui du coup, on l'a dit, est décrié, tu nous as expliqué pas mal d'éléments, et ça, je pense que c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte aussi du boulot qu'il y a derrière. Ta vision de l'évolution de ce métier-là et de sa perception. Je pense que là, les syndics vont être, enfin en tout cas, moi c'est mon cas, je m'équipe vraiment d'outils d'outils technologiques d'aujourd'hui. Pour que typiquement par exemple, j'ai un logiciel qui me permet d'avoir une application pour les copropriétaires. Donc ils ont leur appli comme une appli bancaire. Okay. C'est pas juste un extranet. Aujourd'hui, normalement, tous les syndics ont un extranet. Ok, donc là on prend son ordinateur, on se connecte à son site et on peut payer ses appels de fonds, on peut regarder ses documents. Exactement. Alors l'extranet c'est très bien. Moi j'ai une application. Donc c'est sur le téléphone, c'est comme la banque, on clique dessus et puis on a tout, les documents, on peut aussi payer, mais ça se fait direct comme ça en 2 clics quoi. Et l'application, ce qui est super, c'est que si par exemple j'ai un problème avec mon ascenseur dans une copropriété, quelqu'un va me le signaler via l'application. Tout le monde va le savoir. C'est-à-dire que du coup, ça évite d'avoir 15 personnes qui vont appeler pour la même chose. Oui, puis ça te soulage aussi énormément. Et bah surtout, je peux répondre en même temps à tout le monde. Oui, ok, j'ai bien compris que l'ascenseur était en panne. Le réparateur est prévenu. Il intervient cet après-midi. Et donc, on va pas m'appeler 15 fois pour le même sujet. Donc, tu penses que l'évolution logique, c'est du gain de productivité sur de la communication et de la participation. Alors, ce qui est un peu... Parce que la participation active des copropriétaires... Ils le font toujours. Quand il y a une problématique, les gens préviennent. Mais ils préviennent par téléphone, par mail, il y a plusieurs canaux. Ce qui est pratique là, c'est que si tout le monde a ce canal-là, tout le monde sait que c'est déjà fait. Et moi, j'ai aussi cette appli-là pour moi. En perso. Ouais. Donc quand je me déplace sur une copropriété, si je croise Madame Machin qui sait pas combien, est-ce qu'elle est à jour dans ses appels de fonds, j'ai tout. Donc je peux cliquer dessus et dire oui, en fait, oui c'est bon, votre chèque a été encaissé, non, il manque tant. Ou quand vient l'artisan pour la réfection du balcon, ou quand... J'ai tout. Je peux aussi même signaler tout de suite et faire mon devis directement via mon appli. La porte est cassée, demande de devis, 3 clics et c'est parti. Ouais, donc c'est vraiment du gain de productivité. Ouais. Et de la communication. Ouais, et les charges, bien souvent, il y a un espèce d'amalgame qui est fait aussi par les copropriétaires. C'est que souvent, les gens pensent que quand on fait des appels de fonds, c'est pour payer le syndic. Alors qu'en fait, pas du tout. Les appels de fonds, bien sûr qu'il y a une partie qui paye le syndic. Mais la plupart de l'argent, en fait, c'est pour payer la femme de ménage, la facture électrique. C'est important qu'on s'arrête sur ça. Donc on parlait des charges et de comment elles sont calculées. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne vraiment et ce qu'il y a dans les charges, qu'est-ce que ça paye et qui est payé par ça? C'est ce que je te disais, tu as un budget global calculé sur l'année et ce budget, tu en payes un pourcentage par rapport à tes tantièmes. Et donc tu fais ce qu'on appelle une provision, c'est une avance. Et donc cette avance va payer qui? Donc toute l'équipe que tu disais, femme de ménage, va payer etc. Exactement, tous les prestataires. Et après, c'est important de bien le calculer ce budget, parce que si tu prévois un budget qui n'est pas suffisamment important, tu vas te retrouver à la fin de l'année avec des factures en retard et des prestataires que tu peux pas payer. Donc il vaut mieux avoir prévu un petit peu plus, mais pas trop non plus, puisque les gens font des avances. Dans ces cas-là, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle un fonds de roulement, une avance de trésorerie, parce que l'avance de trésorerie, elle est remboursable quand tu vends ton appartement. Donc imaginons que tu as mis 6 000 € d'avance de trésorerie, par exemple, de côté. Et le jour où tu vends, c'est comme une tirelire, c'est pareil. On va te rendre les sous que tu as mis de côté. Non. C'est encore différent du fonds à l'heure. Non, c'est une avance de trésorerie, c'est autre chose. C'est assez rare, en fait. On l'a peu. C'est juste qu'on n'est pas au courant, c'est tout. Parce que souvent, cette avance-là, elle se met en place au moment de la création de la copropriété. Ok. Et on ne le voit que dans le grand livre. Ou dans l'état daté, ou dans le pré-état daté, le jour où on fait une vente. Alors, tu m'en parles, je voulais en parler, c'est important. Je pense que on sait pas ce que c'est, un pré-état daté, on sait pas ce que c'est un état daté. C'est important qu'on l'explique, et qu'on explique combien ça coûte, à quoi ça sert. C'est l'état financier de la copropriété à un instant T. C'est ça, un état daté. Et un pré-état daté, même chose. C'est juste pas le même instant. Quand est-ce que c'est obligatoire? Quand est-ce qu'il le faut? Alors, les notaires demandent à ce que le pré-état daté soit fait au moment de la promesse ou du compromis de vente. Souvent, on demande au syndic de le faire. Ça ne fait pas partie des attributions du syndic dans le contrat type. C'est une prestation supplémentaire. Donc, on va envoyer un devis, parce qu'en fait, n'importe qui peut le faire, le pré-état daté. Tous les documents financiers sont en ligne sur l'extranet.
tous les copropriétaires ont connaissance de tous ces montants-là. Donc théoriquement, je suis copropriétaire de mon appartement. Je vends mon appartement, je pourrais tout seul faire mon prêt à dater? Oui. Donc je télécharge 3 derniers PV d'AG, je télécharge l'ordre du jour du prochain, Il faut surtout avoir l'état des dépenses et l'état financier. Bon, là. Parce que c'est surtout ça. Après, la problématique, c'est est-ce qu'on sait bien remplir les cases du prêt état daté? Et le temps qu'on y accorde. Parce que ça prend. Enfin, Et puis surtout, quel est l'engagement derrière? Est-ce que le notaire, il va être d'accord pour que ce soit le propriétaire qui vend qui remplisse ça? oui, mais c'est facturé combien en copropriétaire? Eh ben, ça dépend. En Puisque moyenne c'est entre 140 et 380 euros. Donc, ça vaut peut-être le coup de se pencher 1 heure sur remplir des cases plutôt que de payer 380 euros si je vends mon appart demain. Encore une fois, est-ce que le notaire va être d'accord? Après, c'est derrière. C'est ça, c'est bien souvent ça le sujet. Ok. Mais c'est pas important. Moi, que je pense syndic, que... quand je vends un bien, je demande au syndic en place de faire l'état daté. Et pourtant, je sais le faire. Hein. Au moins, j'ai pas de discussion, il n'y a pas de sujet avec l'acquéreur. Oui. Question de temps de responsabilité. Exactement. Est-ce que tu pourrais me donner 3 idées reçues, selon toi, sur le syndic? Alors, les syndics, ils font rien. Moi, j'ai entendu ça plein de fois. C'est rien. Ah, vraiment, ils font rien. Nuls, ouais, je pense qu'ils sont derrière le café, sur le canapé. Ce qui est assez drôle. Parce que quand on se rend dans un syndic, et notamment dans les bureaux, et ben souvent, il y a des papiers partout, il y a l'ordinateur, il y a 2 téléphones portables, il y a l'autre téléphone. En même temps, on signe un chèque, en même temps, on est en train on signe un devis, on scanne un autre document, on renomme, enfin, en fait, on fait tellement de choses en même temps que c'est presque drôle d'entendre ça. La deuxième, c'est les syndics, ça coûte cher. Puisqu'en réalité, d'abord, il y a cet amalgame de les charges, c'est le syndic, alors qu'en fait, le paiement des charges, c'est les factures de la copropriété. Et puis ensuite, les gens, en fait, ont bien souvent assez peu conscience de ce que réellement ça leur coûte un syndic. Et un syndic, ça leur coûte entre 150 et 200 euros hors taxes par an et par personne, en moyenne. Hein. Ça dépend de la taille de la copropriété, évidemment. On va dire 200. Allez. Si on ramène ça à un exemple de garagiste, un garagiste qui prendrait, qui s'occuperait d'un contrôle technique pendant 2 heures, il serait payé le même prix, voire un peu plus même. Voilà. Donc c'est la perception. C'est le delta entre la perception et la réalité. Donc, est-ce que vraiment payer 200 euros par an pour avoir un bien immobilier entretenu, bien tenu et qu'il n'y a pas de problématique, ça vaut pas ça? Je sais pas. C'est une vraie question. On passera le bonjour à tous les garagistes de ta part. Ouais. Je trouve ça très précieux, un garagiste, entre nous. Et une troisième idée reçue? Une troisième idée reçue. J'ai entendu souvent des gens dire de confrères, quand ils font appel, ils veulent changer de syndic, dire de toute façon, il prend toujours les mêmes entreprises, parce que je pense que il y a comme s'il y avait de dessous de table. Absolument. Genre il fait travailler ses copains et il touche des commissions. C'est comme on entend. Voilà. Alors je sais pas si ça s'est fait un jour. J'imagine qu'il n'y a pas de fumée sans feu et que peut-être à une autre époque ça a existé. Aujourd'hui, moi, je connais pas ça, quoi. Aujourd'hui, pour un syndic, ce qui est important, c'est d'avoir une entreprise fiable et compétente. Et c'est sûrement pas elle qui nous paye, quoi. Oui. Donc c'est de la productivité, de la fiabilité. C'est quelque chose de cadré. Et si tu devais te faciliter la vie avec une baguette magique, tu peux effacer quelque chose tout de suite, quelque chose qui t'arrangerait et qui rendrait ton quotidien beaucoup plus simple. Ouais, c'est pouvoir changer les contrats de certaines entreprises. Sans attendre l'AG, sans attendre, parce qu'il y a vraiment des entreprises qui rendent fou. Ah, quand tu dois faire un an en sachant que tu vas avoir un prestataire qui est pas bon. C'est-à-dire un prestataire où il faut l'appeler 15 fois, faut lui envoyer 25 mails pour ne serait-ce que recevoir les factures, qu'il fasse le changement de syndic. Enfin, il y a vraiment 2-3 entités qui existent, qui sont souvent des grosses machines, qui font perdre énormément de temps et de patience. Voilà, si j'avais une baguette magique, juste. On peut passer le message en même temps à tous les. Non, mais je ne citerai personne, mais vraiment, parfois, ça fait perdre patience. Bon, du coup, on a une tradition. À la fin de nos échanges, dans Ça parle IMO, on laisse les clés ou la clé à nos invités. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux rajouter? Tu parlais des bons et des mauvais syndics. Pour être un bon syndic, je pense qu'il faut être très curieux aussi. Et pour moi, la formation, ça en fait partie. Donc, je suis en formation continue, on peut dire, et permanente. Je me mets des alertes. Je lis énormément de revues juridiques. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est aussi de pouvoir en faire bénéficier les copropriétés et les copropriétaires.
Et donc je me dote aussi d'outils qui sont innovants. Notamment là, je viens de signer avec un prestataire pour doter mes copropriétés d'IA spécifiques au syndic. Donc ils vont avoir chacun un coffre-fort numérique dédié à leur copropriété, dans lequel seront rangés tous leurs documents spécifiques qui leur appartiennent vraiment à eux, et notamment par exemple, je sais pas, les PV d'AG sur 20 ans. Donc, il serait différent d'un extranet? C'est différent d'un extranet parce que on va pouvoir poser des questions à l'IA spécifiques à la copropriété. Donc, est-ce que dans ma copropriété, le chauffage, les radiateurs dans les appartements, est-ce que c'est du privatif ou du collectif? Bon bah voilà, l'IA répond. En fait, tous les documents sont rentrés dans le... Quel âge a la chaudière? Gaz? Tout est noté, Quelle marque? Quel modèle? tout. Voilà. Et ça, pour moi, c'est l'avenir, en fait. Et je pense que c'est des outils pour les conseils syndicaux et c'est aussi des outils qui permettront de faire des comparaisons de devis comparables, de choisir les bons prestataires, de savoir si on est, on a les bons prestataires ou en tout cas ce que proposent les prestataires, est-ce que c'est à jour par rapport à ce qui se fait ailleurs ou pas? Qu'est-ce qu'il faut compléter? Est-ce qu'on paye plus cher que le prix du marché ou pas? Est-ce que y a des choses à revoir? Enfin, c'est des outils dont je suis en train de doter mes copropriétés. On arrive à la fin de notre échange. Merci beaucoup d'avoir pris le temps à répondre à ces questions et à aider à la perception, à mieux comprendre ce métier, vraiment d'avoir été transparente. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode de Ça parle IMO. Je suis très heureux que vous ayez pu partager et apprendre plein de choses, j'en suis sûr, aujourd'hui avec Aurore. S'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas eu d'éléments de réponse, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on prendra le temps d'y répondre. Et on se retrouve très très vite avec un nouvel expert, Ça parle IMO.